Wow! Quelle belle salle. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre vous, même pendant le dîner. Je reconnais plusieurs visages. Donc, je suis extrêmement content, honoré d'avoir été invité à vous dire un bref message avant notre réel invité d'honneur et conférencier, M. Blanquer. Je ne referai pas toutes les salutations parce que ce serait trop long. La table d'honneur a déjà été saluée. Puis de toute façon, il y a beaucoup de gens dans la salle que j'aimerais saluer, nommer par leur nom, et à qui je voudrais souhaiter la bienvenue. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis très content d'être ici. Cette rencontre est importante pour moi, importante pour le Québec. Cette visite est importante. J'ai eu l'occasion de faire connaissance avec M. Blanquer l'été dernier, lors du G7 des ministres de l'Éducation qui avait lieu à Paris. Et ça a été une rencontre très enrichissante. On s'est rendu compte qu'on avait certains éléments en commun, notamment qu'on avait tous les deux été enseignants précédemment, qu'on avait tous les deux publié en 2016 un essai politique sur notre vision du réseau de l'éducation, sans savoir qu'on allait avoir la chance ensuite de diriger nos ministères respectifs. Mais cette rencontre d'aujourd'hui, au-delà de ça, ça s'inscrit dans une continuité. Ça fait bien longtemps que la France et le Québec ont des relations internationales bilatérales. Ici, dans mes notes, ça dit depuis 1965, mais j'ai le goût de dire 1534. Jean Cartier qui faisait des allers-retours déjà, Samuel de Champlain, qui, après avoir fondé Québec en 1608, Champlain qui a fait l'aller-retour France-Québec, si je ne me trompe pas, plus de 10 fois et plus que ça encore, dans des conditions incroyables. Et cette époque-là, c'était le français en Amérique ou le Canadien, à l'époque, on ne disait pas québécois, ou le Canadien qui retournait en France plaider sa cause. Mais on peut dire qu'il a fait des relations France-Québec et qu'il a aidé en plus à faire des bilatérales en éducation parce qu'il a aidé à fonder les premières institutions scolaires au Québec. Voilà. Les relations internationales France-Québec, évidemment, ont toujours misé sur deux domaines en particulier, la culture et l'éducation, et ça va continuer. On va ajouter l'économie, cependant. Il faut se le dire, il n'y a pas assez d'échanges économiques entre la France et le Québec. C'est un partenariat qui est à établir, des liens qui sont à forger, et le fait qu'il y en ait peu, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une formidable perspective de croissance. Moi, je le vois de cette façon-là. Ceci dit, en éducation, les liens sont déjà très forts. On parle beaucoup d'échanges en enseignement supérieur avec nos collèges, mais surtout avec nos universités, des échanges étudiants, aussi des échanges entre professeurs, des collaborations de recherche France-Québec. Mais il peut y en avoir aussi pour les plus jeunes. D'ailleurs, il y a un programme d'échange d'enseignants et d'enseignantes du primaire où des enseignants français viennent ici, des enseignants québécois vont en France pour une année. Je peux vous dire qu'on y croit tellement qu'on a ajouté maintenant un soutien financier et à partir de septembre prochain, on va carrément augmenter de 100% le nombre d'étudiants, même pas d'étudiants, mais d'enseignants du primaire québécois qui vont aller passer une année en France, qui vont revenir riches de nouvelles expériences pour enrichir ici ce qu'on fait avec nos jeunes. Les thèmes qu'on aborde lorsqu'on se voit, M. Blanquer et moi, ou lorsque les premiers ministres du Québec et de la France se rencontrent, sont souvent ceux de la petite enfance, de la lutte au décrochage, de l'importance du numérique, la révolution numérique en éducation. On ne pourra pas passer à côté. Et ce sont des chantiers qu'on va continuer de travailler ensemble, évidemment. D'ailleurs, il va y avoir une conférence franco-québécoise très bientôt à Paris, en novembre, sur le numérique, qui s'appelle d'ailleurs « Ensemble pour une école innovante ». Et je termine en disant avec un autre beau grand rendez-vous qui s'en vient. En juin prochain, le Québec et à Québec, on accueillera ID 9.5. Et c'est quoi ça, ID 9.5? C'est l'initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone. Donc, à Québec, viendront les ministres de l'Éducation et les représentants des universités de toute la francophonie. Évidemment, on aura nos amis
de la France, mais on aura encore davantage des gens de l'Afrique, des gens de partout à travers le monde. Puis on va continuer de rayonner et de faire rayonner les autres aussi, hein, parce que c'est ça la beauté des échanges bilatéraux. Donc, c'est un discours important que M. Blanquer va venir faire ici, mais c'est un discours qui s'inscrit dans une continuité. Hein, ça, c'était là avant nous, ce sera là après nous, mais modestement, on essaie de faire notre part. Et je suis convaincu que les relations personnelles que j'ai avec M. Blanquer et les relations qu'on a entre nos gouvernements vont faire une belle différence pour l'avenir. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Blanquer à venir vous adresser quelques mots. Merci. C'est un grand bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un bonheur d'être au Québec. Vous le savez, c'est une relation d'amour qu'il y a entre la France et le Québec, et je fais partie de cette relation d'amour. Autrement dit, je m'inscris dans cette magnifique histoire que nous aimons tant et qui fait qu'il y a tant de choses à faire. Nous en faisons déjà beaucoup, mais comme l'a dit Jean-François Roberge à l'instant, nous pouvons faire beaucoup plus, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer au travers de mon propos. Je dois vous parler des enjeux des systèmes éducatifs dans le monde aujourd'hui, donc ce n'est pas une mince affaire. En 20-25 minutes, il y a évidemment beaucoup à dire. Mais il est vrai que la relation France-Québec vient illustrer quelque chose de spécial dans ces défis de l'éducation dans le monde aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de dire. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité, et merci d'être là, à vous tous, parce que c'est évidemment un grand honneur pour moi que de pouvoir m'exprimer devant vous et de pouvoir partager quelques approches sur ces enjeux du système éducatif à l'échelle internationale. Nous sommes, nous le savons tous, en train de changer de civilisation. Le moment historique que nous sommes en train de vivre, pour notre génération, quels que soient nos âges ici, est un moment assez unique dans l'histoire de l'humanité, caractérisé par plusieurs révolutions à la fois, mais notamment la révolution numérique, mais aussi quelques révolutions scientifiques, la révolution des sciences cognitives, qui fait que nous en savons beaucoup plus sur notre cerveau que nous n'en savions, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, et dans 10 ans ou dans 20 ans, on en saura encore plus. Barack Obama avait comparé ça avec l'exploration des océans. Nous connaissons juste la couche supérieure, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes donc les contemporains de révolutions fondamentales. Et ces révolutions, bien entendu, bouleversent le rôle de l'éducation et même parfois la nature de l'éducation. Une des caractéristiques les plus fortes de ce changement de civilisation, c'est que jusqu'à présent, l'humanité était caractérisée par la rareté de l'accès à la connaissance. Nous tous, ici présents, quand nous étions enfants, nous allions chercher la connaissance dans une bibliothèque, dans une classe. Aujourd'hui, elle vient à nous et le problème s'est inversé. Nous ne savons plus comment gérer cet amas d'informations et de connaissances. Et le problème se pose encore plus pour nos enfants que nous devons structurer de manière à ce qu'ils puissent bien vivre dans cette nouvelle civilisation. Bien entendu, elle comporte toute une série d'opportunités et toute une série de périls. Nous le savons tous et je n'ai pas besoin d'entrer dans tous ces éléments dont on parle si souvent. Mais par contre, nous devons prendre la mesure du défi que cela pose pour l'éducation. Et pour l'éducation, cela suppose à mes yeux 2 choses fondamentales. C'est d'abord, et on le dit souvent, une capacité d'adaptation. Jean-François Roberge l'a dit à l'instant, lorsque, par exemple, on développe les compétences numériques. En France, ça signifie systématisation de l'apprentissage de la programmation pour les enfants, apprentissage de nouveaux enseignements. Il y a désormais, depuis cette année, un enseignement de spécialité en première et en terminale qui s'intitule Sciences informatiques et numériques. C'est une innovation complète. Et donc, c'est l'illustration de cette adaptation à cette nouvelle civilisation. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. C'est que plus nous entrons dans cette civilisation technologique, plus nous avons besoin d'humanité, plus nous avons besoin de sauver l'humanisme à l'intérieur de cette civilisation. Et donc, plus nous avons besoin d'ancrer nos enfants dans le réel et dans ce qui fait, je dirais, le caractère permanent de la nature humaine. C'est pourquoi nous devons être très attentifs à ce qu'on appelle parfois les savoirs fondamentaux et ce qu'on peut appeler l'ancrage de l'enfant. C'est pour ça que j'insiste souvent sur lire, écrire, compter, respecter autrui. Et quand je dis cela, il arrive que dans le débat public français, je passe pour quelqu'un d'un petit peu passéiste, parce que je dis quelque chose qui semble à la fois banal et classique. En réalité, ça n'a jamais été aussi moderne et jamais été aussi progressiste. Parce que le principal de mes défis, en tant que ministre de l'Éducation nationale français, mais c'est vrai, je pense, pour le ministre québécois, et c'est vrai, je pense, pour tout ministre de l'Éducation et pour tout système éducatif. Si j'ai une chose à faire, j'en ai plusieurs, mais si j'ai une chose à faire,
c'est que tous les enfants sortent de l'école primaire en maîtrisant les savoirs fondamentaux. Et il n'y a pas plus progressiste que cette idée-là, parce que si on ne réussit pas ça, on a 20 à 30% des enfants qui rentrent de façon fragile à l'âge du collège en France, et donc qui déjà vers 11 ans sont dans une situation de risque d'échec. Et donc les enjeux de la persévérance, dont nous allons beaucoup parler au cours de ces 2 jours, les enjeux tout simplement d'égalité sociale, se jouent au travers de cela. Et donc l'ancrage des élèves, la capacité que nous avons à transmettre les savoirs fondamentaux est essentielle, et c'est très moderne, et c'est très relié à l'autre enjeu d'adaptation. C'est pourquoi le rapport à la nature, le rapport à la culture, le rapport à l'autre sont des sujets essentiels, et c'est pourquoi la première des priorités pour tout système éducatif, c'est l'école primaire, parce que c'est dans les premières années de la vie que se jouent des choses essentielles. Et dire cela, c'est pas une opinion, c'est pas quelque chose que j'ai pensé ce matin en me levant parce que je trouvais que c'était une bonne idée. C'est quelque chose de démontré, c'est quelque chose de prouvé, c'est quelque chose que l'expérience nous montre. C'est quelque chose de bon sens aussi, puisque après tout, c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est surtout très démontré. Et j'ai parlé tout à l'heure des sciences cognitives, et nous en avons parlé lors de nos entretiens bilatéraux. Nous avons aujourd'hui, quand nous prenons des décisions de politique publique en éducation, au moins 3 points de repère fondamentaux à avoir à l'esprit. D'abord, la comparaison internationale, c'est ce que je fais en étant ici. Par exemple, en France, nous devons progresser sur la notion même de direction d'école, et j'ai parfaitement conscience que le Québec fait des choses très intéressantes sur ce sujet, et nous allons progresser en France, et l'expérience québécoise va nous être utile. Donc la comparaison internationale. L'expérimentation, nous lançons de plus en plus des expérimentations à petite échelle, donc, que nous évaluons et qui ensuite nous permettent de voir si on peut aller plus loin. Et puis troisièmement, la science, tout simplement, et en particulier les sciences cognitives, mais pas seulement, c'est-à-dire les disciplines scientifiques qui nous permettent d'avancer et donc de démontrer des choses. Esther Duflo, qui vient d'avoir le prix Nobel d'économie il y a quelques jours, est membre de notre conseil scientifique de l'éducation nationale. Et une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'était de créer un tel conseil scientifique avec 21 personnalités venues de l'économique, dans son cas, des sciences cognitives. Le président est un professeur au Collège de France de sciences cognitives, Stanislas Dehaene, et d'autres personnes qui m'aident, qui me conseillent pour prendre les décisions. Et parmi les conclusions principales des sciences cognitives ces dernières années, il y a évidemment l'importance des premières années de la vie, l'importance que l'on accorde à la femme enceinte, l'importance que l'on accorde aux premières années de la vie, et puis l'importance que l'on accorde à l'école maternelle. J'ignore pas qu'il y a une certaine actualité québécoise sur le sujet. Mais souvent, quand on me demande si je veux étendre ou restreindre mes compétences, je dis en tout cas, si je devais les restreindre, je serais ministre de l'école maternelle, du CP et du CE1. Parce que si nous réussissons à cet endroit-là, alors nous réussissons quelque chose d'essentiel pour la suite. Et donc le premier des défis, il est là, il est dans les premières années de la vie. Et ce que démontrent les sciences cognitives, c'est donc que dans cette période-là, la plasticité du cerveau permet beaucoup de choses. Quand on dit ça, on inquiète un peu, parce qu'on se dit, mais au fond, est-ce que ce n'est pas une vision un peu scientiste ou robotique de ce que l'on doit transmettre aux enfants? Je pense que là aussi, il y a au contraire une vision très progressiste et très humaniste à développer autour de ça. Très progressiste parce que l'enjeu de ce que je dis là, il est d'abord et avant tout social. Quand 2 enfants arrivent à l'école maternelle en France à l'âge de 3 ans déjà, lorsqu'ils arrivent là, ils sont déjà en situation d'inégalité du fait de leurs circonstances familiales. Il peut déjà y avoir une relation de 1 à 4 quant au vocabulaire maîtrisé, quant au nombre de mots qu'un enfant connaît à 3 ans. Si rien de spécial n'est fait entre 3 et 6 ans, cela va être encore plus loin, l'écart va être encore plus grand. Et l'entrée dans les apprentissages, notamment la capacité à lire et à écrire, va être beaucoup plus difficile pour un enfant qui n'a pas acquis des mots, en particulier des mots, mais aussi toute une série d'autres choses, grâce à l'école maternelle. Donc ce que nous réussissons à donner aux enfants avant 6 ans, pour qu'ils réussissent ensuite à faire un bon départ scolaire pour les apprentissages fondamentaux, est essentiel. Et dire ceci n'est absolument pas incompatible avec une vision épanouissante de l'école. C'est même tout le contraire. On doit cesser en matière d'éducation d'opposer des choses qui ne sont pas opposées, mais qui sont au contraire complémentaires. Le plaisir et l'effort, par exemple. La mémoire et la compréhension. Souvent, on a ce type d'opposition dans le débat sur l'école. En réalité, on a besoin des deux. Vous avez besoin d'apprendre très bien vos tables de multiplication. C'est pas idiot de les apprendre. C'est de la mémoire. Et ça va vous servir pour résoudre des problèmes complexes et pour libérer une partie de votre cerveau pour faire des problèmes complexes.
Alors que parfois, dans les débats pédagogiques, on entend « non, mais ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, il faut être tout de suite intelligent ». En réalité, on a besoin des deux. De la même façon, pour la lecture. La lecture, c'est une capacité à décoder des syllabes, donc à lire des syllabes, et c'est une capacité à comprendre le mot auquel renvoient ces syllabes. Si à l'école maternelle, vous avez appris beaucoup de mots, quand vous allez apprendre à décoder rapidement, parce que décoder rapidement, c'est important, alors ça va vous renvoyer à des choses qui sont là, et donc qui vous libèrent en quelque sorte de la capacité de compréhension. Et donc, par exemple, quand dans le débat pédagogique, il y a ceux qui vont dire il faut apprendre à décoder, et ceux qui vont vous dire il faut apprendre à comprendre, en réalité, c'est évidemment les deux en même temps, et c'est cela qu'il faut avoir bien saisi. Donc, s'intéresser à ce qui se passe pendant les premières années de la vie est absolument essentiel, et c'est un enjeu social. C'est aussi un enjeu progressiste, parce que derrière cela, il y a une idée profondément humaniste qui est aussi d'apprendre la sociabilité aux enfants et de leur apprendre, évidemment, les éléments d'épanouissement. Le mot clé que j'utilise en permanence pour caractériser l'ensemble des politiques que nous menons en France, c'est celui d'école de la confiance. C'est un sujet sur lequel nous ne sommes pas particulièrement forts en France, c'est-à-dire donner de la confiance en soi à l'enfant. L'Amérique du Nord, que ce soit les États-Unis ou le Canada, sont plus réputés pour réussir cela. Donc nous avons à progresser sur ce sujet. Et ça passe notamment par la façon dont se passent les premiers apprentissages. Comment à l'école maternelle, un enfant qui arrive à 3 ans ou à 4 ans, eh bien, qu'il arrive très curieux. Tous les enfants sont curieux. Tous les enfants arrivent avec de l'appétit à l'école. Et cet appétit, on doit non seulement ne pas le décevoir, ce qui est quand même le minimum à faire, mais on doit même l'entretenir et le développer. Et ça, nous savons aujourd'hui le faire. Nous avons des visions pédagogiques qui permettent de le faire. Si nous formons bien nos professeurs, si on a les idées claires, si on a la société autour de l'école, alors on peut y arriver. Parfois, quand on dit tout cela, on dit « oui, mais alors vous déresponsabilisez les familles, vous voulez leur enlever leurs enfants et les déresponsabiliser ». C'est évidemment tout le contraire que l'on doit rechercher. C'est aussi ça le sens d'une école de la confiance, c'est l'alliance entre les parents et l'école. Et ça, c'est aussi quelque chose de très démontré. Il y a des dizaines d'études sur ces sujets-là qui montrent que les deux premiers facteurs de réussite d'un système scolaire, c'est d'abord la formation des professeurs. Premier enjeu, c'est vraiment je compare parfois, en tant que ministre, à un jardinier qui doit faire attention à son réservoir d'eau. Si le réservoir d'eau n'est pas bien conçu, tout le reste, on peut faire tout le travail qu'on veut par ailleurs, ça ne marchera pas. Donc on a besoin d'avoir une eau de qualité. Et l'eau de qualité, c'est des professeurs bien recrutés, bien formés. C'est un enjeu essentiel. J'en profite pour dire, et c'est une des illustrations de l'Alliance France-Québec, que parmi les éléments de la réforme que nous venons de faire, il y en a une de la formation des professeurs, qu'une des mesures que l'on a prises, c'est que désormais, on peut diriger un institut de formation des professeurs, il y en a 30 en France, en n'étant pas français. Et à chaque fois que j'ai parlé de cette mesure, dans le débat public, j'ai dit, par exemple, on pourrait avoir un Québécois. Et pour des raisons qui sont évidentes à tous, et j'en profite pour le dire à mon collègue et ami, je suis très partisan d'identifier déjà 1 ou 2 ou 3 personnes d'excellence qui viendraient diriger un institut de formation de professeurs en France. Donc un premier facteur qui est la formation des professeurs. Et puis un deuxième facteur qui est l'alliance parents-école. Si les parents et l'école sont en complicité, quel que soit le niveau social et culturel de la famille, mais s'il y a cette complicité, autrement dit, si le message à la maison, c'est « va à l'école, il va se passer de bonnes choses pour toi et c'est ça qui va te faire avancer dans la vie », si c'est ce message-là qui passe, alors un facteur considérable de réussite est déjà présent. Et ça se crée aussi par la confiance, par le dialogue. Et donc le fait d'aller à l'école n'est pas contradictoire avec la responsabilisation des familles, mais ça, par contre, ça permet d'être en co-responsabilité et de dialoguer autour de l'enjeu de l'enfant. Donc les premières années sont décisives. Elles sont décisives aussi parce qu'on peut faire des compensations en fonction de la situation sociale des enfants. La mesure la plus emblématique en France que nous avons prise en arrivant, quelques semaines à peine après l'élection d'Emmanuel Macron, ça a été la division des classes de cours préparatoires et de CE1 en 2 dans les territoires les plus défavorisés. Donc ce qu'on appelle en France les réseaux d'éducation prioritaire, qui représentent 20% des élèves. Ce 20% coïncide à peu près avec ces fameux 20% d'élèves qui ont du mal ensuite dans la maîtrise des savoirs fondamentaux. Eh bien, pour ces 20% d'élèves, nous avons divisé les classes par 2. Ça veut dire que quand ils ont 6 ans et 7 ans, au lieu d'être dans des classes à 24 élèves, ils sont dans des classes à 12 élèves.
Et donc on a mis le paquet, comme on dit, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça touche 300 000 enfants par an. On va aller encore plus loin, puisqu'on va faire des grandes sections de maternelle à 12 élèves aussi, dans les mêmes territoires. Et donc on touchera 450 000 enfants, 20% d'une génération. Et nous attendons beaucoup de cette mesure, qui est une mesure quantitative, une mesure budgétaire, mais qui est aussi une mesure qualitative, parce que derrière cela, c'est aussi une évolution des pédagogies. Et les témoignages qu'on a des professeurs depuis maintenant 2 ans que cette mesure existe sont tout à fait stimulants, parce qu'on voit évidemment que ça a changé tout, y compris d'ailleurs la relation parents-école. Tout ceci nous renvoie donc à une immense priorité qui est l'école primaire. Le temps manque pour déployer tout ce que je pourrais dire sur ces éléments de réforme qui me paraissent indispensables et qui trouvent dans chaque pays des modalités différentes, mais qui toutes ramènent à un volontarisme contre les inégalités et pour l'épanouissement de l'enfant. À chaque fois, c'est cela que nous voulons. Quand je dis les 2 objectifs du système français, enfin, ou des réformes françaises actuelles, je dis hausser le niveau général. On a besoin de hausser le niveau, mais aussi, et de tous, mais aussi lutter contre les inégalités et faire les 2 choses en même temps. C'est ce qui inspire d'autres réformes. À l'âge de collège, il y en a une qui s'appelle Devoir fait, qui est faite pour, là aussi, résoudre une fausse opposition. Il y a les gens qui vous disent c'est très important de donner des devoirs à faire aux enfants parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'autonomie, qu'on s'exerce et qu'on progresse. Et puis ceux qui disent oui, mais quand vous faites ça, vous créez une inégalité parce que les conditions pour faire les devoirs en famille ne sont pas du tout les mêmes. Et bien entendu, les uns et les autres ont raison. Vous savez qu'on a été, le président de la République a été élu sur le slogan du « en même temps », et j'essaye d'illustrer le « en même temps » dans le domaine de l'éducation. Je n'ai aucun mal à l'illustrer parce que sur presque chaque sujet, c'est le « en même temps » qui s'impose. Et donc, la mesure devoir fait, c'est une mesure sociale aussi, c'est une mesure pédagogique qui consiste à ce que l'enfant puisse faire ses devoirs dans le collège gratuitement et que toute famille puisse demander cela. Une des réformes les plus importantes, c'est la réforme des lycées que nous avons réalisée et qui là aussi correspond à des défis qu'on voit à l'échelle internationale et dont on parle dans des forums internationaux. La réforme de la voie professionnelle, qui est faite pour donner plus de prestige à la voie pro et qui pour donner des parcours beaucoup plus personnalisés et presque pour faire une sorte d'avant-garde pédagogique au travers de la voie professionnelle. Par exemple, avec la notion de chef-d'œuvre. Un élève doit faire un chef-d'œuvre au long de son parcours. Donc il y a une dimension de fierté et d'accomplissement. La notion de co-intervention. Un professeur de l'enseignement professionnel et un professeur de l'enseignement général viennent ensemble donner du sens à un apprentissage à partir d'objets très, très concrets. Et puis, on a un projet de développement des campus professionnels dans toute la France. Ce que j'ai appelé des Harvard du pro, c'est-à-dire des endroits qui font envie, avec des terrains de sport, des espaces verts, des incubateurs d'entreprises. Bref, un endroit où on a envie d'aller et où on ira, non pas parce qu'on a un mauvais bulletin de notes, mais parce qu'on a envie d'une pédagogie particulière. Et par exemple, dans le domaine du numérique, on va avoir des Harvard du pro dans plusieurs endroits de France. Et puis une réforme du lycée général et technologique, dont je parlais ce matin dans le lycée Marie de France, avec des professeurs de Marie de France et de Stanislas et des parents d'élèves, qui, alors je ne veux pas rentrer dans des détails trop français, mais, même si en général vous connaissez bien les sujets français, je crois, mais la philosophie de cette réforme du baccalauréat, c'est de dire que nous voulons, en préparant les élèves au baccalauréat, les préparer à ce qu'il y a après le baccalauréat. Autrement dit, on veut désartificialiser le baccalauréat, on veut que ce ne soit pas du bachotage, on veut qu'il y ait du contrôle continu, et on veut que les élèves approfondissent davantage en ayant choisi davantage. On retrouve la notion de liberté et la notion de plaisir. On dit à un élève non pas qu'il y a 3 couloirs, qu'il doit choisir un des 3 couloirs, mais qu'il doit faire une combinaison d'enseignements de spécialité qui lui plaisent, qui correspondent à ses goûts. Et que cette combinaison va ensuite lui permettre de mieux choisir ce qu'il fera dans l'enseignement supérieur. Cette réforme du lycée est une réforme très profonde qui va changer beaucoup de choses, notamment dans la relation enseignement supérieur-lycée en France. Nous considérons que c'est le sens de ce qu'il fallait faire, parce que justement, on doit de plus en plus favoriser les continuums. Le système français a été trop caractérisé par des sortes de grands trous entre chaque étape du système. Cette réforme du lycée, c'est aussi l'occasion d'envoyer des messages sur des choses essentielles. Par exemple, l'existence d'un oral à la fin, au baccalauréat. C'est un message correspondant à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'école maternelle, c'est-à-dire apprendre à l'élève à avoir confiance en lui-même, notamment l'aisance orale, l'aisance pour argumenter, pour écouter les arguments d'autrui et pour être capable tout simplement de défendre un point de vue et de mettre en valeur ses connaissances.
sont des compétences essentielles dans la vie, comme la capacité de travail en équipe, qui sont des compétences que l'on doit développer. Donc, les réformes que je viens dont je viens de dresser le tableau un peu rapidement sont des réformes qui font écho à des enjeux internationaux qui sont bien connus aujourd'hui. Et je pense que nos éléments de progrès dans le futur viendront beaucoup de cette coopération internationale et de cette inspiration internationale. Ceci ne signifie pas que nous devons aller vers une sorte de convergence mondiale avec à la fin une sorte de système unique. Parce que si on allait au bout de façon simpliste du raisonnement que je viens de faire, ce serait ça. Ce serait il y a des meilleures pratiques, on les mélange et à la fin, tout le monde fait la même chose. Et à la fin du XXIe siècle, on a le système éducatif mondial. Je ne crois absolument pas à ça. Je pense que lorsque je disais en commençant que nous sommes en train de vivre un changement de civilisation, qu'elle devient hyper technologique, mais qu'il fallait de ce fait qu'elle soit encore plus humaniste, ce que je vise, c'est aussi d'éviter la standardisation. Le but est que nous progressions tous, mais le but est aussi de conserver nos particularités. C'est ça qui fait notre force. C'est vrai du Québec comme de la France, évidemment. Et nous sommes assez fiers de nos particularités. Aujourd'hui, quand on regarde sur le plan mondial les systèmes éducatifs, il y a deux grandes catégories qui émergent. On voit la catégorie parmi les meilleures. Il y a l'Asie, avec des pays asiatiques qui caracolent en tête et qui ont réussi de belles performances. Et puis, il y a souvent l'Europe du Nord et puis l'Amérique du Nord, donc vous-même, avec souvent des réussites assez belles. Mais quand on regarde ces deux réussites, elles sont totalement symétriques. La première réussite, elle est basée, si je veux le dire schématiquement, sur le travail intensif, avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. C'est-à-dire on a des élèves qui, en effet, connaissent beaucoup de choses, mais on a aussi le plus fort taux de suicide d'adolescents, on a parfois un manque de sens de tout cela. Puis de l'autre, on a de l'épanouissement, on a des élèves qui ont plus confiance en eux-mêmes par exemple que les élèves français ou que les élèves asiatiques. En revanche, on assiste parfois à une forme d'édulcoration du savoir, et quand on compare ce que c'est un jeune de 18 ans dans certains pays, là par contre, le jeune français ne rougit pas forcément par rapport à ce qui s'est passé dans ces systèmes-là. Et donc, on va retrouver un enjeu du en même temps. Il est évident qu'il y a de quoi prendre dans les deux approches. J'ai la prétention de penser que nous, francophones, je ne dis pas nous, français, que nous, francophones, avons en nous-mêmes les ingrédients de ce en même temps de réussite. C'est-à-dire que nous avons à la fois le cartésianisme, la qualité en mathématiques, la qualité en logique, mais aussi les approches culturelles, l'éducation artistique et culturelle, l'esprit critique, tous ces éléments dont on a absolument besoin. Quand on doit résumer ce qu'on doit donner à un enfant, notamment à l'issue de l'école primaire et même de l'enseignement secondaire, il y a deux mots qui, à mes yeux, sont clés. Il y a le mot de logique. Dans un monde où il y a de plus en plus de fake news, dans un monde où il y a de plus en plus de complotisme, dans un monde où il faut du discernement sur les réseaux sociaux et sur Internet, eh bien, la logique, la rationalité est essentielle. Et on a aussi besoin de culture, parce que dans un monde qui va de plus en plus vers la standardisation, il faut avoir au contraire des enfants qui sont originaux, qui savent avoir un point de vue créatif, qui savent aussi comprendre le point de vue des autres et en faire quelque chose. Eh bien, cette double qualité, logique et créativité, vous l'avez au Québec, vous l'avez dans ce qui est tout votre parcours historique et tout ce que vous avez développé, je dirais, mentalement et intellectuellement, comme nous l'avons en France. Et c'est pourquoi, on m'a dit qu'il reste 5 minutes, mais je pense que je vais en utiliser 3, vous voyez, parce que j'arrive vraiment à ma conclusion. On a ces deux choses-là. On les a parfois plus à l'état potentiel qu'à l'état réel. Nous n'en faisons pas toujours ce qu'il faudrait. Je suis persuadé que les systèmes du futur sont des systèmes d'abord originaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à imiter les autres, à faire exactement la même chose que les autres. Par contre, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, et donc il faut aller vers les choses qui marchent et les faire à sa façon. Et que dans le cas du Québec, comme dans le cas de la France, nous avons, c'est une chance historique, c'est un héritage que nous avons et que nous avons maintenant à faire fructifier. Nous avons la possibilité de faire ce en même temps éducatif, c'est-à-dire d'avoir des enfants qui sont à la fois épanouis et bien préparés, des enfants qui sont à la fois dans l'effort et dans le plaisir, des enfants qui ont à la fois de la culture et de la logique, des enfants qui sont à la fois dans la capacité, à un moment donné, de s'insérer professionnellement, mais aussi d'être des citoyens, des personnes humaines qui ont pris un bon départ dans la vie grâce à leur système scolaire. Et nous avons aussi la possibilité de hausser ainsi le niveau de notre pays
et d'avoir plus d'égalité sociale, puisque c'est un défi qui est posé à tous nos pays, c'est-à-dire le fait que dès le départ de la vie, trop de choses sont déjà jouées du fait des circonstances familiales, et que le premier des facteurs, pour ne pas dire le facteur fondamental, c'est l'éducation, si on veut avoir un projet de contrat social équitable pour l'ensemble d'un pays. Et donc nous avons cela, nous l'avons en partage, c'est pourquoi on a tant de choses à se dire entre Québécois et Français, tant d'inspiration mutuelle à avoir. Vous l'avez compris, nous y sommes tous les deux très, très disposés, nous avons d'ailleurs un peu commencé, et bien entendu, pour moi, c'est extrêmement fructueux que de venir ici, d'échanger avec vous tous, et d'être capable ainsi d'aller vers ces chemins qui sont forcément spécifiques, mais qui en même temps, je pense, peuvent être assez rayonnants dans le monde tel qu'il est en train de se transformer. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais être brève, mais je vais en même temps me permettre de rebondir sur quelques propos. Je vais commencer en disant que je suis un peu fière aujourd'hui parce que je pense que je suis un produit du « en même temps ». Donc, en même temps, une grande fierté d'avoir été éduquée dans ce système d'éducation français et qui a fait ce que je suis devenue. Et en même temps, une grande fierté d'avoir pu trouver un épanouissement professionnel au Québec depuis près de 18 ans maintenant. Donc, voilà, vous avez un « en même temps » devant vous. Monsieur le ministre Blanquer, tous chers invités, je vais être très brève. Je sais qu'on arrive à la fin de cet événement, mais j'ai quelques messages à passer. D'abord, je suis contente d'intervenir dans ce thème-ci, cette session-ci, qui est science et innovation et qui souligne l'association du CORIM avec les fonds Recherche Québec. Et en quelque part, je suis fière que ce soit science, innovation, puis je pense qu'on devrait le rebaptiser en ajoutant éducation au bout, en quelque part. Ce sont des items qui sont complètement liés. J'ai la chance dans mes fonctions de travailler avec Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Et Rémi a vraiment place l'innovation, la science, la recherche au cœur du développement sociétal pour sa réussite, pour avoir un développement sociétal qui soit durable et responsable. Dans cette situation-là, l'éducation, vous en conviendrez, il y a une place incroyablement importante. Et les fonds, d'ailleurs, la soulignent, puisque 25% de notre budget s'en va à la formation de la relève. Alors, pas encore à l'école maternelle, mais on devrait y penser, parce que la science, il faut la respirer et s'en inspirer très tôt. On le fait plus tard dans les profils universitaires, mais on le fait aussi dans un esprit d'ouverture de carrière pour l'ensemble des étudiants. Ils ne deviendront pas tous des chercheurs, mais ils peuvent apprendre à travers cette carrière-là. Puis, on ne s'arrête pas au financement. Ça, ce serait juste facile. À la demande de notre ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, notre scientifique en chef avec les fonds de recherche, mais également les différents acteurs du milieu, universitaires et autres personnes intéressées, a lancé une grande réflexion sur l'université du 21e siècle. Et vous l'avez dit, cette réflexion est absolument nécessaire dans un monde qui connaît non pas une, mais bien des révolutions. Et on le sait tous, on lit tous ce genre de statistiques dans un monde où 85% des métiers de 2030, on ne les connaît pas et on ne les exerce pas aujourd'hui. Donc cette révolution-là ou cette pensée-là est absolument importante. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous lancer une invitation à mon tour. Je pense qu'on aura les résultats de notre réflexion en quelque part dans le courant de l'année prochaine. Ce serait une bonne chose que de vous avoir à la table puis de pouvoir les partager avec nos amis et mes amis français. J'en arrive à la fin. Au nom du CORIM, et je pense qu'au nom de tous ici présents, j'aimerais vraiment vous remercier une nouvelle fois. Je suis d'accord, les réflexions étaient vraiment inspirantes et on voit un peu l'évolution. Et j'ai un petit cadeau à vous remettre en témoignage de notre appréciation. Donc, voici. Merci beaucoup. Merci.